Voyage en récit. Gwen Garnier-Duguy. Et Geoffroy Scrive. Gwen Garnier-Duguy, merci. Nous nous retrouvons dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère pour parler non pas directement de la poésie, de votre poésie, mais cette fois-ci de peinture, en abordant l'un des peintres que vous affectionnez particulièrement, Roberto Mangu Quezada, dit Mangu. Et pour parler de ce peintre, né en 1948, en Espagne, mais qui a vécu en France, nous allons l'aborder par un livre qui lui est consacré, intitulé Mintak, qui est le nom d'une de ses œuvres. Et pour commencer, je vais citer cette phrase toute simple de ce livre. Il est question de l'eau, de la terre, du feu. Bon. Il est écrit ensuite « Retour à l'origine de la figure révélée. C'est bien dans le corps de San Francesco que l'esprit de Mintak s'installe comme une évidence. » Alors, il faut peut-être décrire la couverture de ce livre Mintak pour les auditeurs. Comment la décririez-vous et quel lien avec Saint François ? Alors la couverture du livre est un tableau qui s'intitule Grand Vivant, dans lequel nous voyons une forme qui est Mintak. Et Mintak est une forme qui se transforme au fil des tableaux depuis qu'il est apparu dans la peinture de Mangu. Il apparaît en 1992 dans sa forme. D'accord. Et il apparaît en 1998 dans son être. Je reprends les propos de Véronique Serrano, qui a signé un texte dans ce livre et qui est commissaire de l'exposition. D'accord. San Francesco a été peint à Milan en 1992. Où le peintre habitait à l'époque. Voilà. Il peint Saint François dans son vêtement de bure. Et ce tableau l'interroge beaucoup. Il en est a priori pas immédiatement satisfait. Il y voit quelque chose qui l'interroge, peut-être qui le dérange, qui le questionne. Et qui est sorti de lui. Qui est sorti de lui. Oui. Mais peut-être que ce qui l'interroge dans ce tableau, c'est que le Saint François qu'il a peint est en vêtements de bure. On ne voit pas son visage, on ne voit pas son corps, il a peint un vêtement. Et il a peint à travers les plis de ce vêtement, à travers son capuchon, recouvrant son crâne, il a peint des ombres dans les plis. Et cette image le questionne beaucoup, au point que en 1997, c'est-à-dire 5 ans après avoir peint cette version de Saint François, l'image réelle lui apparaît, c'est-à-dire qu'il se rend compte que le Saint François, au cœur de son vêtement de bure, contient une ombre qui a une forme tout à fait cohérente et qu'il voit, qu'il n'avait pas vue depuis qu'il avait peint ce tableau. Et cette ombre l'interroge, cette découverte, cette identité métamorphose sa vision de la peinture, modifie considérablement son rapport à la vie, le fait plonger dans une grande profondeur, au point que en 1998, il peindra une autre version de Saint François à Madrid, qu'il appellera San Francisco, dans laquelle cette ombre de 92 sera incarnée dans son être, comme la personnification peut-être de la peinture, mais peut-être aussi l'ombre primordiale habitant toute possibilité de sainteté. Mais pas n'importe quelle sainteté, celle de Saint François. Donc, cette révélation de l'ombre, qui tout à coup remonte et apparaît, se passe par Saint François, qui était celui qu'on appelait l'autre Christ. Au milieu à peu près de ce livre, si l'on veut, nous avons une phrase justement de Mangu. Mintak ne pouvait naître que du corps de Saint François.
phrase citation de 2015. Et sur cette double page, nous voyons alors deux représentations, enfin deux toiles, je ne connais pas les... Ah si, nous avons les dimensions. Une qui est assez petite et l'autre qui est beaucoup plus grande. En revanche, justement, c'est la deuxième qui t'intéresse, San Francisco, 1992. Ça fait quand même 230 cm sur 180. Ce sont des toiles immenses. Oui, c'est une toile immense, oui, bien sûr. Comment on pourrait la décrire ? Il y a un cadre noir, et puis dans ce cadre, nous percevons... comment dire ? Il y a une forme, vous l'évoquiez. Il y a du noir, il y a de l'orange, du rouge, du jaune, du bleu. Mais j'ai l'impression, moi, après avoir parcouru un petit peu les images de ce livre, que le jaune tient une place particulière quand même dans la peinture de Mangue. Oui, c'est vrai. Le jaune a une place particulière dans sa peinture, tout à fait. On le voit dès le début du livre. Vous, Gwen Garnier-Duguy, qu'est-ce qui vous attire, par exemple, dans cette toile de San Francisco ? Alors, ce qui moi, m'attire, c'est naturellement de savoir que au centre de cette bure vit un être que Mangue a nommé Mintak. Mintak, c'est le nom d'une étoile du baudrier d'Orion. Oui. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la forme du Mintak, on pourrait d'ailleurs y voir la constellation d'Orion. Il a donné le nom d'une des étoiles du baudrier d'Orion à cette forme. Et donc, ce qui, évidemment, moi, me laisse stupéfait, c'est cette apparition magique, parce que Roberto Mangue est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme d'une immense culture. C'est un homme qui a une mémoire, une archi-mémoire. Il est le grand héritier de notre culture, de la culture gréco-romaine. Et lorsqu'il peint, jusqu'à l'apparition de Mintak, quand on le connaît, on ne peut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Et pourtant, là, quelque chose apparaît qu'il n'a pas vu au premier regard. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas d'emblée, de façon innée. Il ne le maîtrise pas d'emblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours préalable à sa peinture, comme on peut en trouver aujourd'hui dans les expositions conceptuelles. Peut-on parler de naissance ? Quelque chose d'incontrôlé, mais qui nous surprend et qui arrive, qu'advient ? Oui, il y a une naissance, puisque de toute façon, il a écrit un texte sur la naissance de Mintak. Voilà. Et donc, ce qui, aujourd'hui, fait l'intérêt pour moi pour cette peinture, c'est sa dimension, son caractère vivant. Oui. Et, comment dire... à un moment du livre, Véronique Serrano cite un propos de Picasso disant que la peinture n'était pas faite pour décorer les appartements. Effectivement, mais alors soit on décide que la peinture est faite pour porter la vie, soit on décide qu'elle est faite pour épouser le corps autodestructeur de la société moderne. Or, Roberto prend le chemin radicalement inverse de celui de Picasso. Oui. Je parcours le livre, nous arrivons à la fin, et je reviens toujours à Saint-François. D'ailleurs, c'est intitulé 2018-2019, sous le signe de Saint-François. Ces 2 années sont entièrement consacrées à l'émergence d'un nouveau rameau de sa peinture qui surgit d'un titre générique, Grand Vivant. Donc, vous l'avez dit. Ce titre, il l'a emprunté à François Cheng, qui dans son livre Assise, une rencontre inattendue que nous avons ici, évoque spirituellement sa rencontre avec François d'Assise. François Cheng explique ce grand écho du cantique, citation, « Il lui suffit de dire frère soleil ou sœur eau, et subitement le rapport entre l'homme et la nature se révèle autre, confiant et fraternel. Du coup, l'univers prend une autre coloration et l'homme une autre dignité. » Est-ce que, entre cette parole, François Cheng, à propos de Saint François d'Assise, et la peinture de Mangue, cela alimente-t-il votre créativité poétique ? Oui, absolument. Et l'extrait que vous venez de citer est absolument génial.
sur le pouvoir de la parole, parce que ce propos de François Cheng est une démonstration du pouvoir de la parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où François d'Assise parle de frère, de sœur nature, ou oui. il change totalement le rapport que nous avons au vivant. C'est-à-dire qu'à partir de cette pensée, si nous choisissons de la revisiter, nous ne pouvons plus faire du mal à la nature. Nous la considérons pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une part de nous-mêmes. Nous venons de la terre, nous sommes liés à elle. Nous sommes absolument liés aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, aux vivants. Tout ça respire, tout ça est un. Et l'intelligence de François Cheng a été de voir qu'à travers le poème de Saint François, le rapport à la vie était aux premières loges. Aux premières loges. Il n'y avait pas de combat contre la nature. Chez Picasso, il y avait un combat contre la nature. Les cubistes revendiquaient, Apollinaire aussi, revendiquait un combat contre la nature. Et Roberto fait tout l'inverse. Est-ce que je vais peut-être faire de la théologie de comptoir, mais est-ce que c'était lié à ce soumettez-là que nous voyons dans la Genèse, que l'homme se multiplie, croissez, multipliez-vous et soumettez à la nature? Est-ce que c'était cette vision-là qu'il pouvait avoir et que Mangu finalement reprend à contresens? Il y avait l'idée d'une soumission plus que d'un développement en lien avec elle? Alors peut-être que cette lecture-là de la Bible peut avoir eu une influence, mais il me semble que ce propos-là de la Bible est tout intérieur. C'est croissez, multipliez dans vos prises de conscience intérieures. Oui. Voilà. Il ne s'agit pas de se démultiplier physiquement. Il s'agit d'enfanter intérieurement. Oui, c'est-à-dire que nous oublions souvent un peu les trois parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Il faut peut-être aujourd'hui ne pas oublier de se démultiplier du point de vue de l'âme, en tout cas. Oui, je pense que ce que vous dites là est tout à fait juste. Alors, vous avez parlé de manifestation de l'esprit. Justement, je vais ouvrir ce tout petit livre de François Cheng, de l'Académie française, Assise, une rencontre inattendue. Il écrit dès le départ « Je me surpris à m'exclamer en moi-même « Ah, c'est là le lieu, mon lieu, c'est là que mon exil va prendre fin. » Je reviens sur ce lieu, son lieu. Est-ce que vous partagez ce constat, cette exclamation, la première fois que vous avez vu des toiles de Mangu? En tout cas, la première fois que vous avez vu Mintak, peut-être, est-ce que ça vous a parlé au point de vous dire oh, voilà une œuvre que je n'avais jamais vue avant et qui me parle et qui va me parler jusqu'à la fin de mes jours? La première fois que je vois Mintak, je racontais ça dans le texte du livre, puisque le texte que j'ai souhaité écrire est un récit littéraire de la naissance du Mintak et de mon voyage. J'habitais déjà Brest et je suis allé à l'exposition au cours de laquelle Mintak était exposé. Donc cette forme est rentrée dans ma vie à ce moment-là, en 98, mais naturellement je ne m'en suis pas rendu compte en 98. Ah, il y a une maturation? Oui, il y a une maturation, puis moi quand j'assiste à l'exposition, je ne sais pas que dans le San Francisco qui est exposé, il y a la révélation de cette forme du San Francisco peint en 92 que je connaissais par contre. Je ne m'en rends pas compte. Ah, mais ça vous a travaillé dans le temps au point de vous en rendre compte finalement? Mais parce qu'on me l'a dit. Oui. Et ce mouvement-là est un mouvement extraordinaire. L'ombre remonte à la surface et s'incarne. Que dit cette ombre qui n'en est plus une, qui devient sur la couverture de Grand Vivant un être qui est un arbre qui est un homme en marche, un homme en marche qui est notre homme intérieur, avec tout autour de cet arbre une peinture
nous sentons, moi je n'ai pas vu ce tableau en vrai, je ne l'ai vu que dans le catalogue, mais nous sentons bien la vibration qu'il y a autour de cet être. Qui s'apparente à un arbre, donc qui tend à se déployer. Oui. Et c'est une invitation à nous déployer intérieurement. C'est une invitation à être relié au vivant dans tous ces instants. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être présent au monde avec la conscience d'être au monde dans tous les instants que nous vivons. Aussi petits soient-ils, ils nous sont adressés. Oui. Et ils sont lourds. Chaque instant que chacun de nous vivons est lourd d'un enseignement. Je pense que Mintak nous relie à cela. C'est-à-dire à une vie quintessentielle. Avez-vous pu en parler directement avec lui ? Pas directement, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Pas directement. Ça ne se passe pas comme ça se passe à travers des discussions sur tout un tas d'autres sujets. D'accord. Mais il aborde assez peu sa peinture frontalement, c'est-à-dire qu'il n'explique jamais un tableau. Ce qui paraît logique. Alors, justement, je vais revenir sur l'intériorité dont vous parliez. Il dit il y a un sens, il y a une quête de Mangu qui lui ont révélé peut-être le sens de la profondeur qui manque tant à notre siècle et à son art. Alors j'ai pas compris justement, parce que le sens de la profondeur, virgule, qui manque tant à notre siècle et à son art, c'est l'art exprimé dans ce siècle que vous réprouvez ou c'est... Je pense que c'est un texte, c'est un passage qui fait référence à l'art moderne et à l'art contemporain. Oui. Qui est exclusivement basé sur la surface. Oui. Et c'est d'ailleurs écrit à différents endroits de ce livre, par les différents textes qui y sont publiés. L'ombre a disparu. La transparence est apparue. L'architecture est faite de transparence. Et avec cette architecture, on voit bien qu'au cours de ce siècle, il faut toujours quelque chose de nouveau. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus de nouveau. Et donc la profondeur, comme le dit lui-même Roberto Mangu, la profondeur fait peur. Parce que la profondeur, elle est reliée à notre essence primordiale. Et cette essence primordiale, qu'on le veuille ou non, elle est religieuse. Oui. Or, le religieux a été escamoté, savamment combattu. Oui. Drastiquement combattu. Justement, tout à fait par ailleurs, je vais faire le lien avec Hannah Arendt, qui s'exprime dans La crise de la culture, dans son chapitre intitulé « Le concept d'histoire ». Et elle parle des sciences sociales. Alors, vous allez voir le lien que je fais. Elle dit « Si leur vocabulaire, donc le vocabulaire des sciences sociales, est rébarbatif, et si leur espoir de combler le prétendu fossé entre notre maîtrise scientifique de la nature et notre impuissance déplorable à organiser, entre parenthèses, manager, les affaires humaines par une technique scientifique des relations humaines, rend un son effrayant, c'est seulement parce que ces sciences sociales ont décidé de traiter l'homme comme un être entièrement naturel dont le processus de vie peut être manipulé de la même manière que tous les autres processus. » Justement, moi ça m'a fait penser à Mangu, c'est-à-dire cet être qui invite à un développement intérieur, qui est en marche, profondément ancré dans cette nature dont il ne se fait, comment dire, ni maître ni esclave. Il invite finalement Mangu par sa peinture à appréhender l'être tout entier. Oui. On ferait bien peut-être de montrer quelques toiles à ceux qui veulent faire des sciences sociales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, il y a une citation de Mangu qui lui-même cite Hubert Reeves. Ah oui. Et donc il cite Hubert Reeves disant nous sommes en train de mener une guerre à la nature. Si nous la gagnons, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, c'est vrai. Voilà ce qu'a dit Hubert Reeves. Oui. Et donc cette citation d'Hubert Reeves par Roberto Mangu prend place dans un texte qui est le manifeste Pax Nica. Voilà, Pax Nica, c'est-à-dire c'est une réponse à Guernica. Oui. Voilà, Pax Nica, c'est-à-dire la victoire de la paix.
et non pas la représentation fragmentée Oui. de l'être humain par la guerre. Voilà. Je vais faire aussi un parallèle avec le peintre Bonnard, dont il est question souvent d'ailleurs dans ce livre à propos de Mangou. Première question, Mangou apprécie-t-il déjà la peinture de Bonnard ? Oui, oui, parce que très jeune, il est indiqué dans ce livre, dans la biographie de Mangou à la fin du livre, que à l'occasion d'une maladie quelconque de jeunesse, une grippe qui dure, il est amené à s'intéresser à des peintres. Et dans les peintres qui alors lui tombent dans les mains, si je puis dire, il y a Van Gogh et il y a Bonnard. Donc Bonnard est un compagnon de Mangou depuis son adolescence. J'ai découvert Bonnard très tardivement, et ce qui m'a marqué je l'ai découvert par un reportage. Et ce qui m'a marqué chez lui, c'est l'usage des couleurs. C'est vraiment vivant quand on voit il me semble, des toiles de Bonnard. Et en y repensant à nouveau, grâce à cette lecture de Mintag Mangou, je me suis demandé si le célèbre amandier de Bonnard n'était pas, quelque part, un peu similaire au Mintag chez Mangou. Est-ce qu'il n'y a pas Est-ce que le peintre, à un moment donné, ne s'identifie-t-il pas à son œuvre, et à une œuvre en particulier, l'amandier chez Bonnard et Mintag chez Mangou? Alors oui, que Mangou puisse s'identifier à Mintag, c'est tout à fait possible, puisque Mintag sort de ses pinceaux, et à travers ses pinceaux, il sort de lui-même. Oui. Donc naturellement, il est probable qu'il y ait une identification. Oui. Concernant Bonnard, je n'en sais strictement rien. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la peinture. J'ai un goût pour la peinture de Mangou. Mais je ne suis pas un spécialiste de la peinture de Bonnard. Et est-ce qu'elle vous parle quand même un petit peu ? La peinture de Bonnard, oui. Au premier degré parce qu'elle est belle, oui. Parce qu'elle est lumineuse. Au deuxième degré parce qu'il représente des intérieurs. Et d'ailleurs, Mangou en parle. Il parle de l'esprit de la peinture de Bonnard à travers ses textes. Oui. Disant que Bonnard avait finalement épousé, comment dire ça de façon juste, il a fait croire qu'il épousait les formes de son temps en peignant des images de surface, alors qu'à travers la surface, il faisait vivre la profondeur. Oui, je comprends. Il faisait vivre la profondeur à travers la lumière. C'est ce que je crois comprendre de ce que dit Roberto Mangou dans son livre et de l'influence qu'a eu Bonnard sur lui. La profondeur me fait écho à cette expérience où Mangou traverse une période un peu de désert, on va dire dans les années, je crois, 2009-2010 ou 2010-2011. Et puis il est invité à visiter une grotte préhistorique. Et dans cette grotte, il y a une pièce d'eau dont la profondeur l'impressionne par la transparence et la pureté de cette eau. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que cette pièce d'eau l'eau pouvait avoir 20-30 cm de profondeur, et en fait elle était tellement cristalline qu'on voyait le fond, et le fond était distant de plusieurs mètres. Est-ce que c'est cette transparence de notre profondeur, mais de notre grande profondeur, à laquelle il nous invite finalement par la peinture qu'il peindra après cette découverte de grotte ? C'est-à-dire que la profondeur dont il parle, moi je n'ai certainement pas accès aux profondeurs auxquelles lui a accès. Non, mais elle nous renvoie à la nôtre. Toujours est-il que lui la révèle par les images qu'il peint. Et ces images sont des indications, des indicateurs. Ce sont des indicateurs moteurs, ce sont des indicateurs qui redressent, on va dire, lorsque Roberto Mangou peint à l'identique un tableau de Picasso, et qu'au centre de ce tableau de Picasso, il plaque Mintag, je crois qu'il dit Mintag, l'esprit Mintag, l'esprit de la profondeur, l'esprit du grand vivant, va redresser ce qui a été condamné par la peinture moderne, à savoir la dimension ontologique de l'homme
sa dimension religieuse, sa dimension céleste, celle pour laquelle l'être humain est sur Terre à mener un combat contre les forces obscures. Pour terminer cet entretien, parce que nous arrivons malheureusement au terme, je vais finir par cette citation du livre. Nous sommes en octobre 2018. 20 ans ont passé depuis l'exposition Actitude, rue Vieille du Temple. Je fête aujourd'hui l'anniversaire de cette nuit au cours de laquelle Mongu me présenta Mintak. Depuis lors, le temps n'a cessé d'accélérer sa course à tombeau ouvert. Au point qu'en portant tout sur son passage progressiste, il remet maintenant en cause les fondations anthropologiques de notre espèce, celles de la civilisation euro-méditerranéenne qui avait su bâtir un monde habitable. Ce n'est pas le temps, à vrai dire, c'est cette version du temps provoquée par le regard de l'homme. Bientôt, le sous-développement aura gagné toute la surface de la planète. C'est dur comme phrase, hein. Bientôt, le sous-développement aura gagné toute la surface de la planète, entraînant tout sur son passage, la démence progressiste emporte l'homme et les prairies florissantes. Sa vitesse semble ne jamais pouvoir diminuer. Ce temps panique, ce temps s'affole. Pourtant, l'extraordinaire voyage de Mintak, puisqu'il est en marche, nous annonce un autre rapport entre l'homme et le monde. Il nous annonce la fin de cette modernité mortifère ayant déjà perdu, et la victoire sur l'enfer de la sérénité. Partagez-vous ces mots? Ah bah oui, je les partage d'autant plus que c'est moi qui les ai écrits. Ah c'est... Donc, oui. Ah j'ai cru... Non pardon, j'ai cru que j'étais parti dans la page d'après. Oui, là je les partage à 100%. Oui. Non, c'est très drôle. Oui, en réalité, la victoire de la peinture de Mongu, elle est totale sur la période précédente, qui est une période de destruction, qui est une période de projection du mal, d'autodestruction, de nihilisme. Il a, par sa peinture et sa pensée picturale, tout repensé, tout reformulé, tout réaxé sur le vivant. Il y a une espérance. Il y a plus qu'une espérance, il y a la vie dans sa floraison permanente qui revient, qui réapparaît. Voilà. Comme une révélation? Comme une annonciation. Comme une autre annonciation. Qui annoncerait une victoire. De l'homme sur l'homme, presque. Qui annoncerait le caractère... qui annoncerait le caractère opérativement ontologique de l'homme. C'est-à-dire que par la peinture de Mongu, nous pouvons prendre conscience que à travers nos actes, nos pensées, nos gestes, nos paroles, il ne s'agit pas de les projeter sur le monde par insatisfaction, désir de possession. Non, il s'agit de les intégrer en nous-mêmes sous forme de prise de conscience afin de se rapprocher et d'épouser ce Mintak que certainement nous avons tous en nous. Bien, c'est sur ce mot que nous finirons, cette recherche peut-être du Mintak en nous. Nous inviterons les auditeurs à peut-être déjà chercher simplement déjà sur Internet, grâce à la magie d'Internet, quel est ce Mintak ou ces Mintak peints par Mongu. Et Cohen Garnier du Guy, je vous remercie, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Geoffroy Scrive.